Après le dîner de famille, j'ai vérifié mon compte et il était à zéro. Mes 50 000 euros avaient simplement disparu. L'écran du téléphone affichait un solde qui m'a glacé le sang. 0 centime. 40 ans de travail, de sacrifice, d'économie sou par sou. Tout s'était effondré en une seule soirée. Mon fils, Pierre, a ri depuis mon propre canapé. Un rire que je n'avais jamais entendu auparavant, cruel et sans pitié. On n'en avait plus besoin que vous, papa, a-t-il dit avec un sourire que je ne reconnaissais pas. Les personnes âgées comme vous n'ont pas besoin d'autant d'argent de toute façon. Sa femme, Sophie, a acquiescé à ses côtés avec cette expression calculatrice qui m'avait toujours mis mal à l'aise. C'est mieux que ce soit entre les mains de gens qui vont vraiment l'utiliser. J'ai respiré profondément, sentant le tremblement s'emparer de mes mains. J'ai pris mon portefeuille et les ai regardés avec un calme qui m'a surpris. « Alors vous ne vous souciez pas de ce qui va suivre », ai-je murmuré. Ils ont continué à rire, comme si mes paroles étaient une plaisanterie. Mais à ce moment précis, un fracas a secoué toute la maison. La porte s'est ouverte brusquement. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, je dois revenir quelques heures en arrière. Tout a commencé ce matin-là, quand Pierre m'a appelé après 3 mois de silence total. Sa voix sonnait différente, mais douce, presque repentante. « Papa, Sophie et moi aimerions t'inviter à dîner ce soir chez toi. On cuisine, tu te détends. Il est temps de régler les choses entre nous. » Après des mois à se disputer pour l'héritage de ma femme, après ses cris exigeant l'argent parce qu'il le méritait, ces mots ont sonné comme une musique céleste. Mon cœur de père s'est rempli d'espoir. Peut-être que finalement mon fils avait réfléchi à toute la douleur qu'il avait causée. J'ai passé tout l'après-midi à me préparer comme je ne l'avais pas fait depuis les obsèques de ma femme. J'ai mis la chemise bleue que Pierre aimait tant quand il était enfant. Celle dont il disait toujours qu'elle me faisait ressembler à un chef d'entreprise prospère. J'ai cherché dans mon tiroir la montre que ma défunte épouse m'avait offerte pour notre 30e anniversaire de mariage. Chaque seconde qu'elle marquait représentait une année de mariage heureux, de construction commune de l'avenir que Pierre semblait maintenant vouloir détruire. En peignant mes cheveux devant le miroir, je me suis souvenu des paroles que ma femme, Marie-Claire, m'avait dites avant de mourir. « Jacques, les enfants se perdent parfois en chemin, mais l'amour véritable les ramène toujours à la maison. » Ces mots m'ont donné de la force pendant les 3 mois les plus sombres de ma vie, quand mon propre fils m'a menacé de couper le contact avec mes petits-enfants si je ne lui donnais pas mon argent. Ils sont arrivés ponctuellement à 18 heures. Pierre apportait des fleurs, des œillets rouges, mes préférés. Sophie portait un sac plein d'ingrédients pour préparer mon plat préféré, le gratin dauphinois avec du bœuf bourguignon. Tout semblait parfait, comme au bon vieux temps, quand Pierre me rendait visite tous les dimanches avec sa famille. Pendant le dîner, Pierre m'a parlé de son nouveau projet d'entreprise, de comment il voulait développer sa petite agence de communication. Ses yeux brillaient de cette passion que je me rappelais de quand il était jeune et rêvait d'avoir sa propre entreprise. Sophie, pour la première fois depuis des mois, m'a demandé des nouvelles de ma santé, de mes amis du club de pétanque. Elle a même complimenté ma nouvelle coupe de cheveux. « Papa, » m'a dit Pierre pendant que je servais le dessert, « je suis désolé pour tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Je sais que j'ai été très dur avec toi. C'est que les affaires vont mal. On a tellement de dettes et quand maman est morte, j'ai pensé que tu pourrais nous aider davantage. » Ses yeux se sont remplis de larmes qui semblaient si réelles que mon cœur a complètement fondu. « Mon fils, » ai-je dit en prenant sa main, « ta mère et moi avons gardé cet argent pour ma vieillesse, mais si tu as vraiment besoin, on peut discuter d'un prêt de façon équitable pour tous. » Le sourire qu'il m'a donné m'a confirmé que j'avais pris la bonne décision. Ma famille était en train de guérir. C'est après le dessert que tout a changé. Pierre et Sophie ont échangé un regard que je n'ai pas su interpréter à ce moment-là, mais que je comprends parfaitement maintenant. C'était le regard de 2 prédateurs sur le point d'attaquer leur proie. Pierre s'est raclé la gorge et a sorti son téléphone de sa poche. « Papa, avant de parler du prêt, il y a quelque chose que tu dois faire pour nous, » a-t-il dit d'une voix qui n'était plus suppliante,
mais exigeante. J'ai besoin que tu transfères l'argent ce soir. Tout est urgent. J'ai senti un frisson parcourir mon échine. La douceur de quelques minutes auparavant s'était évaporée comme de la fumée. Pierre, mon fils, je ne comprends pas cette urgence. On peut aller demain à la banque, parler au conseiller, faire les choses correctement. Non, papa. Sophie m'a interrompu avec un sourire qui n'atteignait plus ses yeux. Ça doit être maintenant. Ce soir, nous avons une opportunité d'investissement qui ne peut pas attendre un jour de plus. Elle s'est levée de table et s'est approchée de moi avec son téléphone en main. Tu as l'application de la banque sur ton téléphone, n'est-ce pas? C'est très facile, juste quelques clics et c'est fait. Mon instinct paternel a commencé à lutter contre mon intuition. Quelque chose n'allait pas, mais Pierre était mon fils. Pendant 35 ans, il avait été ma fierté, ma joie, le garçon qui courait pour m'embrasser quand je rentrais du travail. Le jeune homme qui m'avait promis de s'occuper de moi quand sa mère ne serait plus là. Comment pouvais-je me méfier de lui maintenant? C'est que 50 000 €, c'est beaucoup d'argent, Pierre, ai-je dit d'une voix tremblante. Ta mère et moi avons mis des décennies à économiser cette somme. J'ai fait des heures supplémentaires à l'usine Renault. J'ai fait des petits boulots les week-ends. J'ai vendu ma vieille Peugeot quand tu as eu cette urgence médicale quand tu étais enfant. Cet argent représente toute une vie de sacrifice. Pierre a soupiré avec impatience et s'est assis à côté de moi sur le canapé. Il a pris mes mains, mais son contact ne me rassurait plus comme avant. « Papa, tu n'as pas confiance en moi? Je suis ton fils, je ne te ferai jamais de mal. » D'ailleurs, sa voix s'est durcie légèrement. Techniquement, une partie de cet argent devrait être à moi par l'héritage de maman. Voilà la vraie raison de ce dîner, des fleurs, des fausses larmes. Pierre n'était jamais venu se réconcilier avec moi. Il était venu pour finir le travail qu'il avait commencé il y a 3 mois quand il m'avait exigé mon argent pour la première fois. « Pierre, on en a déjà parlé, » ai-je dit, essayant de garder mon calme. « Ta mère a tout laissé à moi parce qu'elle savait que je gérerais bien. Quand je mourrai, toi et Charles hériterez de tout à parts égales. Mais tant que je suis vivant, cet argent est à moi. » Le masque de Pierre est complètement tombé. Il s'est levé d'un bond et a commencé à faire les 100 pas dans mon petit salon. « Je ne peux pas attendre que tu meures, papa. J'ai besoin de l'argent maintenant. Mon entreprise va faire faillite. J'ai des dettes jusqu'au cou. Ils vont saisir ma maison. Tu ne comprends pas que ton propre fils a besoin de toi ?» Sophie s'est approchée par derrière et a posé la main sur mon épaule. Son contact m'a fait frissonner. « Jacques, soyons réalistes. Tu as 68 ans. Pourquoi as-tu besoin de tant d'argent? Tu as déjà payé ta maison, tu as déjà élevé tes enfants. Il est temps d'aider la prochaine génération. » De plus, a ajouté Pierre en s'arrêtant devant moi, « si tu ne nous aides pas maintenant, je ne pourrai pas continuer à amener les petits-enfants te voir. Sophie pense que tu n'es pas une bonne influence pour eux avec toutes ces attitudes égoïstes. » Le chantage émotionnel m'a frappé comme une gifle. Mes petits-enfants, les petits Lucas et Emma, étaient la lumière de mes yeux. La menace de ne plus jamais les voir m'a déchiré le cœur, mais quelque chose en moi, une voix qui ressemblait beaucoup à celle de ma défunte épouse, me murmurait de ne pas céder. « D'accord, » ai-je murmuré finalement, « mais pas tout. Je peux transférer 10 000 € ce soir et le reste quand vous me montrerez un vrai business plan, avec des chiffres, avec des garanties. » Pierre et Sophie se sont regardés à nouveau. Cette fois, la communication silencieuse était claire. « Ce n'est pas suffisant, papa, » a dit Pierre d'une voix dangereusement calme. « Soit c'est les 50 000 ce soir, soit demain matin j'irai voir un avocat pour contester le testament de maman. J'ai des témoins qui peuvent déclarer qu'elle n'était pas dans son état normal quand elle l'a fait, que tu l'as influencée pour tout te laisser. » Mon monde s'est écroulé. Mon propre fils me menaçait d'une bataille juridique, avec des mensonges sur sa mère. « Pierre, tu sais que ce n'est pas vrai, ta mère était parfaitement lucide jusqu'à la fin. Les juges ne le sauront pas, » est intervenue Sophie avec un sourire cruel. « Et les procédures judiciaires sont longues et coûteuses. Au final, tout ton argent ira aux avocats.
c'est mieux de nous le donner maintenant de bon gré. J'ai senti les murs de ma propre maison se refermer sur moi. Ces deux prédateurs avaient tout planifié soigneusement. Le dîner romantique, les excuses, les fausses larmes. Tout avait été une mise en scène élaborée pour m'amener exactement à ce moment de vulnérabilité. Je me suis alors souvenu des paroles que ma femme m'avait dites sur son lit de mort. « Jacques, il y a des loups qui viennent en peau d'agneau, même dans la famille. Protège-toi, mon amour, protège ce que nous avons construit. » À ce moment-là, j'ai pensé qu'elle parlait d'escrocs extérieurs. Je n'ai jamais imaginé qu'elle parlait de notre propre fils. « Et si je n'accepte pas ?» ai-je demandé d'une voix que je reconnaissais à peine comme la mienne. « Et si je refuse de donner mon argent ?» Pierre s'est approché si près que j'ai pu sentir son haleine sur mon visage. « Alors, tu vas perdre bien plus que de l'argent, papa. Tu vas perdre ta famille, tes petits-enfants, ta réputation. Je peux faire croire à tout le monde que tu es devenu vieux et égoïste, que tu as des problèmes mentaux. Ton frère Charles soupçonne déjà ton comportement étrange, » a ajouté Sophie, mentant effrontément. « On lui a raconté comment tu agis ces derniers temps. Il pense aussi qu'il vaut mieux que l'argent soit entre des mains plus jeunes. » Mensonge. Je connaissais Charles, mon fils cadet, l'avocat honnête qui ressemblait à sa mère. Il n'accepterait jamais ça. Mais la manipulation était si élaborée, si cruelle, que pendant un moment j'ai douté de tout et de tous. Avec des mains tremblantes, j'ai pris mon téléphone sur la table. Pierre et Sophie ont souri victorieusement. « Je savais que tu comprendrais, papa, » a-t-il dit avec une fausse douceur. « C'est le mieux pour tout le monde. » J'ai ouvert l'application de la banque, tapé mon code secret et pendant un moment, je suis resté paralysé en voyant le solde. 50 000 € exactement, le fruit de toute une vie de travail honnête. J'ai regardé Pierre et Sophie qui m'observaient comme des vautours attendant la charogne. L'écran brillait dans mes mains pendant qu'ils se penchaient pour superviser chaque mouvement. « Mets mon nom complet, Pierre Dubois », mon fils a murmuré, « et le RIB que je vais te donner maintenant. » Il a commencé à réciter une série de chiffres que Sophie avait notés sur son téléphone. « Ce compte est à toi, Pierre ?» ai-je demandé, sentant que quelque chose ne collait pas. « Bien sûr que oui, papa. C'est mon compte professionnel. J'en ai besoin pour faire l'investissement immédiatement. » Il a répondu avec impatience, mais j'ai remarqué qu'il évitait mon regard. Quelque chose qu'il faisait depuis enfant quand il mentait. Mes doigts se sont déplacés lentement sur l'écran. Chaque chiffre que je tapais semblait une trahison à ma propre vie. Mais alors, juste au moment où j'allais confirmer le virement, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. J'ai fait semblant de compléter le virement. Mes doigts se sont déplacés sur l'écran comme si je suivais les instructions, mais en réalité je naviguais juste dans les options du menu sans rien confirmer. Pierre et Sophie observèrent l'écran avec tant de concentration qu'ils n'ont pas remarqué que mes mouvements étaient purement théâtraux. « Voilà », ai-je murmuré, fermant l'application rapidement. « C'est fait. » Et Pierre a sauté de joie et m'a serré dans ses bras avec une force qui m'a coupé le souffle. Je savais que je pouvais compter sur toi, papa. Tu es le meilleur père du monde. Sa joie semblait si authentique que pendant un moment, j'ai presque été convaincu d'avoir fait ce qu'il fallait. Sophie s'est approchée pour m'embrasser sur la joue. « Merci, Jacques. Vraiment, ça va changer nos vies pour toujours. » Son sourire avait quelque chose de sinistre qui m'a donné des frissons. « Maintenant, » a dit Pierre en se frottant les mains, « je pense qu'on peut y aller. Demain, je dois être très tôt à la banque pour faire bouger l'argent. » Il s'est dirigé vers la porte d'un pas pressé, comme s'il était pressé de s'échapper avant que je ne réalise ce qui s'était vraiment passé. « Vous partez déjà ?» ai-je demandé d'une voix douce. « Je pensais qu'on pourrait prendre un café, parler plus de la famille, des petits. »« Une autre fois, papa » a répondu Pierre sans se retourner pour me regarder. « On est très fatigués. Et demain sera une journée très chargée. » Sophie avait déjà mis son manteau et vérifiait son téléphone avec un sourire qu'elle ne pouvait pas cacher. Je les ai accompagnés jusqu'à la porte, affichant le plus grand sourire de ma vie.
Passez une belle soirée, ai-je dit en les regardant s'éloigner vers leur voiture. Pierre ne m'a même pas fait la bise pour partir, comme il le faisait depuis enfant. Dès que j'ai fermé la porte, j'ai couru dans ma chambre et j'ai pris le téléphone du tiroir de ma table de nuit. C'était mon ancien téléphone, celui que j'avais utilisé pendant des années avant d'acheter le nouveau, mais il avait encore l'application de la banque installée avec mon compte actif. Avec des doigts tremblants, j'ai tapé mon code et j'ai vérifié le solde. 50 000 € intacts. Mon cœur battait si fort que j'ai pensé qu'il allait sortir de ma poitrine. La ruse avait fonctionné. Pierre et Sophie étaient tombés dans mon piège, croyant qu'ils m'avaient volé, alors qu'en réalité, ils n'avaient pas obtenu un centime. Mais mon soulagement a été de courte durée, car je savais que quand ils s'apercevraient que le virement n'avait jamais été traité, ils reviendraient, et la prochaine fois, ils ne seraient pas aussi gentils. Je me suis assis sur le lit avec les mains tremblantes, tenant le téléphone comme si c'était une bouée de sauvetage. Que devais-je faire maintenant? Appeler la police, le dire à Charles, changer mes codes bancaires et espérer le meilleur. Mais avant que je puisse prendre une décision, j'ai entendu le bruit d'une voiture qui freinait brusquement dans mon allée. Puis des coups violents à la porte, des voix énervées, des pas furieux s'approchant de ma maison. Ils avaient découvert ma ruse. Les coups sur la porte ont commencé immédiatement, si fort que toute la maison a vibré. « Papa, ouvre cette porte tout de suite !» La voix de Pierre sonnait méconnaissable, pleine d'une rage que je n'avais jamais entendue auparavant. « On sait que tu nous as menti !» criait Sophie dehors. « L'argent n'est pas arrivé sur le compte. Ne sois pas ridicule et ouvre tout de suite !» Je me suis enfermé dans ma chambre, paralysé par la terreur. Ce n'était pas mon fils qui criait dehors. C'était une bête furieuse qui avait perdu toute trace d'humanité. Les coups se sont intensifiés et j'ai pu entendre comment ils essayèrent de forcer la serrure. « Jacques, je te donne 3 secondes pour ouvrir cette porte ou je vais la défoncer. » Pierre était complètement hors de contrôle. « 1, 2... » Il n'a pas attendu le 3. Le son de quelque chose frappant la porte avec force m'a fait sursauter. Il utilisait son corps comme bélier, essayant de défoncer l'entrée principale de la maison où je l'avais élevé avec amour. J'ai pris mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai composé le 17. Mais avant que je puisse parler, j'ai entendu le bruit de verre brisé. Ils avaient cassé la fenêtre de la cuisine. « Je vais t'apprendre à ne pas te moquer de moi », a crié Pierre depuis l'intérieur de ma propre maison. Ses pas résonnaient lourdement sur le parquet pendant qu'il s'approchait de ma chambre. Donne-moi les codes de la banque tout de suite ou ça va mal se passer. Sophie était entrée derrière lui et j'ai pu entendre comment il fouillait mes affaires dans le salon. Cherche son portefeuille. Il doit y avoir les cartes là-dedans. Sa voix était devenue hystérique, comme celle de quelqu'un qui avait complètement perdu le contrôle. Je me suis enfermé dans la salle de bain de ma chambre et j'ai verrouillé la porte, même si je savais qu'une porte si mince ne me protégerait pas longtemps. Avec le téléphone collé à l'oreille, j'ai murmuré mon adresse à l'opérateur d'urgence. « S'il vous plaît, venez vite !» ai-je murmuré. « Mon fils essaie de me voler et il agit violemment. » Les coups sur la porte de ma chambre ont alors commencé. Pierre avait trouvé mon refuge. « Papa, sors de là immédiatement. Ne me force pas à faire quelque chose que je regretterai. Pierre, s'il te plaît !» ai-je crié depuis la salle de bain. « Ce n'est pas toi. Arrête avant de faire quelque chose de terrible. »« Tu m'as transformé en ça, » a-t-il répondu d'une voix pleine de venin. « Avec ton égoïsme, avec ton avarice, cet argent devrait être à moi. Maman aurait voulu que je l'aie. » J'ai entendu quand il a commencé à donner des coups de pied dans la porte de ma chambre. Le bois grinçait à chaque coup. Sophie l'encourageait par derrière. « Plus fort, c'est presque bon. » À ce moment-là, dans l'obscurité de ma salle de bain, avec mon fils essayant de défoncer des portes pour me voler, j'ai compris quelque chose de fondamental. Le Pierre que j'avais élevé, le garçon doux qui faisait des dessins pour la fête des pères, était mort depuis longtemps. À sa place, il y avait un étranger avec son visage, mais avec un cœur complètement pourri. La porte de ma chambre a cédé avec un fracas qui m'a fait crier. Les pas se sont approchés de la salle de bain où je me cachais. « Dernière chance, papa !»
a dit Pierre d'une voix mortellement calme. « Sors de ton plein gré et donne-moi accès à ton compte où je devrais te sortir de force. » « Non, ai-je murmuré, me surprenant de la fermeté de ma propre voix, je ne te donnerai pas mon argent, Pierre, pas comme ça. » Le silence qui a suivi était plus terrifiant que tous ces cris réunis. Puis j'ai entendu qu'il s'éloignait, ses pas se dirigeant vers le garage. Avait-il abandonné? Était-il revenu à la raison? Mais quelques secondes plus tard, j'ai compris où il était allé, quand je l'ai entendu revenir. Ses pas sonnaient différents, plus lourds, et alors j'ai su exactement ce qu'il était allé chercher. « Papa !» m'a-t-il dit de l'autre côté de la porte de la salle de bain avec un calme qui m'a glacé le sang. « J'espère que tu vas reconsidérer ta décision parce que je viens d'apporter le marteau du garage. » Le premier coup de marteau contre la porte de la salle de bain a résonné comme le tonnerre dans mes oreilles. Le bois s'est fendu immédiatement, créant une fissure qui m'a permis de voir l'œil fou de Pierre de l'autre côté. Il n'y avait plus aucune trace du garçon que j'avais embrassé pour dormir toutes les nuits. « Pierre, arrête !» ai-je crié de toutes mes forces. « La police est déjà en route. »« Qu'ils viennent !» a-t-il rugi en donnant un autre coup de marteau qui a agrandi le trou. « Quand ils arriveront, j'aurai déjà ce qui est à moi. » Sophie riait hystériquement depuis ma chambre, apparemment en train de profiter du spectacle de voir son mari détruire la maison de son propre père. J'ai fermé les yeux et me suis recroquevillé dans le coin le plus éloigné de la salle de bain, tenant mon téléphone contre ma poitrine comme si c'était une amulette de protection. J'ai pensé à ma femme, à comment elle aurait géré cette situation. Elle avait toujours été plus forte que moi, plus déterminée. « Donne-moi de la force, mon amour », ai-je murmuré. « Aide-moi à survivre à ça. » Le troisième coup a fait s'ouvrir la porte suffisamment pour que Pierre puisse passer la main et atteindre le verrou. Ses doigts tâtonnaient le loquet pendant que je me collais au mur du fond, tremblant comme une feuille dans la tempête. « J'y suis presque », a-t-il crié à Sophie. « Cherche quelque chose pour l'attacher, on ne peut pas le laisser s'échapper. » L'attacher. Le mot m'a frappé comme une gifle. Mon propre fils prévoyait de m'attacher comme un criminel, comme un animal. Le niveau de dégradation qu'il avait atteint m'a coupé le souffle. Quand il a finalement réussi à ouvrir le verrou, la porte s'est ouverte en grand et Pierre est apparu devant moi comme une apparition de l'enfer. Son visage était rouge de rage, il avait les cheveux ébouriffés et ses yeux brillaient d'une folie que je n'avais jamais vue auparavant. Le marteau pendait encore de sa main droite. « Enfin !» a-t-il murmuré avec un sourire tordu. « Maintenant, on va faire ça gentiment, papa. Tu vas t'asseoir sur cette chaise. » Il a pointé vers ma chambre. « Et tu vas transférer chaque centime de ce compte sur le mien, sans truc, sans mensonge, sans petits jeux. »« Je ne le ferai pas, » ai-je dit d'une voix qui m'a surpris par sa fermeté. « Tu peux me frapper, tu peux m'attacher, tu peux faire ce que tu veux, mais je ne vais pas récompenser cette folie en te donnant mon argent. » Pierre a levé le marteau et, pendant un moment, j'ai pensé qu'il allait vraiment me frapper. Mon cœur s'est complètement arrêté, mais au lieu de m'attaquer, il s'est retourné et a déchargé toute sa fureur contre le miroir de la salle de bain. Le verre s'est brisé en 1000 morceaux, tombant comme une pluie de diamants sur le carrelage. « Regarde ce que tu me fais faire !» a-t-il crié. « Tout ça, c'est de ta faute. Si tu étais un père normal, si tu nous aimais vraiment, on n'aurait pas à en arriver à ces extrémités. » Sophie est apparue derrière lui, portant les draps de mon lit. « Voilà de quoi l'attacher !» a-t-elle dit avec une froideur qui m'a donné des frissons. J'ai cherché dans son portefeuille et j'ai trouvé les cartes bancaires. On a juste besoin qu'il nous donne les codes. Ils m'ont attrapé à deux et m'ont traîné jusqu'à la chaise de mon bureau. Mes jambes me portaient à peine, mais mon esprit était étrangement clair. Pendant que Pierre me poussait pour m'asseoir, j'ai pu entendre au loin le son des sirènes qui s'approchaient. La police était en route, mais arriverait-il à temps? Vous entendez ça? Ai-je dit avec un sourire qui m'est venu de l'âme. Ils viennent vous chercher. Pierre a regardé par la fenêtre cassée de ma chambre et a juré à voix haute. Merde, il y a plus de 5 voitures de police. Il s'est retourné vers moi avec les yeux injectés de sang. C'est de ta faute. Tu as ruiné nos vies.
Je n'ai pas répondu pendant que Sophie essayait d'attacher mes mains avec les draps. Vous vous êtes ruiné tout seul quand vous avez décidé de devenir des voleurs. Les sirènes se faisaient entendre de plus en plus près. Pierre courait dans tous les sens, comme un animal en cage, sans savoir quoi faire. « On doit sortir d'ici !» a-t-il crié à Sophie. Mais Sophie avait une idée différente. Elle s'est approchée de moi avec mon propre téléphone en main. « Écoute !» m'a-t-elle dit d'une voix menaçante. « Tu nous donnes 5 minutes pour faire le virement, où je dis à la police que tout ça était un malentendu familial, que tu nous as invités à dîner et qu'après tu es devenu fou et tu nous as attaqués. » « Et quand les policiers seront partis, a ajouté Pierre, on reviendra pour finir ce qu'on a commencé, mais la prochaine fois ce ne sera pas si facile pour toi. » Le son de portes de voiture qui se fermaient est arrivé de dehors, des voix d'hommes criant des ordres, des pas courants vers ma maison. Pierre et Sophie se sont regardés avec panique, comprenant que leur temps était écoulé. « Police, ouvrez !» Le cri est venu du salon principal. Pierre a couru là-bas, probablement en pensant s'échapper, mais il est revenu immédiatement avec une mine défaite. « Ils ont encerclé la maison », a-t-il murmuré. « Il n'y a pas d'issue. » À ce moment-là, on a entendu un fracas assourdissant depuis l'entrée principale. La porte de ma maison s'est ouverte en grand, avec tant de force qu'elle a cogné contre le mur. Des pas lourds ont couru dans toute la maison pendant que des voix autoritaires criaient « Police! Les mains en l'air! Tout le monde à terre !» Pierre et Sophie sont restés pétrifiés dans ma chambre comme des cerfs dans les phares d'une voiture. Le marteau pendait encore de la main de Pierre, les draps étaient encore dans les mains de Sophie, et je restais attaché à la chaise, preuve vivante de ce qu'ils avaient été en train de faire. « Ici !» ai-je crié de toutes mes forces restantes. « On est dans la chambre principale !» Les pas se sont dirigés immédiatement vers nous. En quelques secondes, 3 policiers sont apparus à l'entrée de ma chambre avec leurs armes au poing. La scène qu'ils ont trouvée ne laissait aucun doute sur ce qui s'était passé. « Lâchez tout et mettez-vous à genoux !» a ordonné l'officier qui semblait être le responsable. Les mains derrière la tête. Pierre a laissé tomber le marteau avec un son métallique qui a résonné dans le silence. Sophie a lâché les draps comme s'ils brûlaient. Tous les deux se sont mis à genoux lentement avec les mains derrière la tête, pendant que les officiers s'approchaient avec les menottes prêtes. « Vous êtes blessé, monsieur ?» a demandé une policière en coupant les draps qui m'attachaient à la chaise. Ses mains étaient gentilles mais fermes, exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. « Pas physiquement », ai-je répondu d'une voix tremblante. « Mais ils ont essayé de voler mon argent, ils m'ont menacé, ont cassé ma maison, ont essayé de me forcer à transférer 50 000 €. » Pendant que les autres officiers menottaient Pierre et Sophie, j'ai pu voir comment la réalité de ce qu'ils avaient fait commençait à les frapper. Pierre me regardait avec une expression qui mélangeait le regret et le ressentiment, comme s'il croyait encore que j'étais le coupable de sa situation. « Papa, » a-t-il dit pendant qu'il le relevait du sol, « s'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis ton fils. Pense aux petits-enfants, à la famille. » « Je pense à la famille, » ai-je répondu avec un calme qui m'a surpris. « C'est pour ça que je ne vais pas te permettre de te transformer en quelque chose que ta mère n'aurait jamais reconnu. » Sophie a essayé une tactique différente. « Monsieur l'agent » a-t-elle crié au policier qui la menottait. « Il nous a invités à dîner, tout ça est un malentendu. Mon beau-père a des problèmes mentaux. » Mais les preuves parlaient d'elles-mêmes. La fenêtre cassée, la porte détruite, le marteau par terre, moi attaché à une chaise avec des draps. Il n'y avait aucun moyen d'expliquer cette scène comme un malentendu familial. Pendant que les officiers emmenaient Pierre et Sophie aux voitures, l'un d'eux est resté avec moi pour prendre ma déposition. C'était un homme plus âgé, probablement de mon âge, avec des yeux bienveillants qui m'ont rappelé momentanément le Pierre que j'avais connu autrefois. « Monsieur Jacques, je sais que ça doit être très difficile pour vous, » m'a-t-il dit avec gentillesse. « Porter plainte contre un membre de la famille n'est jamais facile. Vous êtes sûr de vouloir continuer ?» J'ai regardé par la fenêtre, où j'ai pu voir comment on mettait Pierre à l'arrière d'une voiture de police. Pendant un moment, nos regards se sont croisés à travers la vitre.
Dans les siens, j'ai vu une supplication silencieuse, une dernière tentative de manipulation émotionnelle. Il espérait que je cède, que mon instinct paternel me fasse retirer la plainte, mais j'ai aussi vu autre chose dans ce regard. J'ai vu des années de ressentiment, de cupidité, de sentiment d'avoir droit à quelque chose qui ne lui appartenait pas. J'ai vu un homme qui avait été capable de menacer et terroriser son propre père pour de l'argent. Et j'ai su que si je ne prenais pas une position ferme maintenant, ce cauchemar se répéterait encore et encore. Oui, ai-je dit à l'officier d'une voix ferme, je veux continuer avec toutes les plaintes possibles. 3 heures plus tard, ma maison était enfin silencieuse. Les policiers étaient partis, le technicien qui était venu prendre des photos des preuves avait fini son travail, et je me retrouvais seul au milieu du désastre qui restait de mon foyer. Les verres cassés craquaient sous mes pieds pendant que je marchais dans la chambre, observant les dégâts que mon propre fils avait causés. Le miroir de la salle de bain était complètement détruit. La porte avait un trou de la taille d'un poing, où Pierre avait frappé avec le marteau. Mon bureau était renversé avec des papiers éparpillés dans toute la chambre où Sophie avait cherché désespérément mes documents bancaires. C'était comme si une tornade était passée dans ma vie. Je me suis assis sur le lit qui avait encore les draps arrachés qu'ils avaient utilisés pour essayer de m'attacher. Et pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, je me suis permis de pleurer. Pas des larmes de peur ou de douleur, mais des larmes de deuil. Je pleurais pour le fils que j'avais perdu, pour le garçon doux qui construisait autrefois des châteaux de sable avec moi à La Baule, pour le jeune homme qui m'avait promis qu'il s'occuperait toujours de moi. Le téléphone a sonné, interrompant mon moment de deuil. C'était Charles, mon fils cadet. « Papa, je viens d'apprendre ce qui s'est passé, j'arrive tout de suite. Tu vas bien? Ils t'ont fait mal ?»« Ça va, fils, » ai-je répondu, même si ma voix s'est un peu cassée. Physiquement, ça va. « J'arrive dans 20 minutes, ne touche à rien, ne nettoie rien. Je veux voir exactement ce qu'ils ont fait. » Il s'est arrêté, se rappelant probablement qu'il parlait de son frère. Quand Charles est arrivé, la première chose qu'il a faite a été de me serrer dans ses bras avec tant de force que j'ai pensé qu'il allait me casser les côtes. Il était plus grand que Pierre, ressemblait plus à sa mère à tous les égards. Mais quand il m'a lâché et a vu l'état de la maison, son expression a complètement changé. « Mon Dieu !» a-t-il murmuré, parcourant la chambre du regard. « On dirait une zone de guerre. » Pierre a vraiment fait tout ça. Je lui ai tout raconté depuis l'appel du matin jusqu'au moment où la police avait emmené son frère menotter. Charles m'a écouté en silence, avec la mâchoire de plus en plus serrée, jusqu'à ce que je termine mon récit. « Papa, il y a quelque chose que je dois te dire, » m'a-t-il dit finalement. Pierre est venu me voir il y a 2 semaines. Il m'a demandé de l'aider à trouver un avocat pour contester le testament de maman. Quand j'ai dit non, il est devenu furieux. Il m'a menacé de couper le contact avec les petits-enfants si je ne le soutenais pas. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Parce que je pensais pouvoir le raisonner. Je croyais qu'il finirait par revenir à la raison. Charles s'est assis à côté de moi et a pris mes mains. « J'ai eu tort, papa. J'aurais dû te prévenir. J'aurais dû être là pour te protéger. Ce n'est pas de ta faute, fils. » Pierre a pris ses propres décisions. Charles s'est levé et a commencé à marcher dans la chambre, examinant chaque détail de la destruction. « En tant qu'avocat, » m'a-t-il dit d'une voix professionnelle, « je recommande qu'on demande une ordonnance de protection immédiatement. Et en tant que fils, je dis de ne jamais laisser ce fou s'approcher de toi à nouveau. » « Tu penses que je suis un mauvais père ?» ai-je demandé à voix basse, d'avoir appelé la police contre mon propre fils. Charles s'est arrêté et m'a regardé avec une expression qui me rappelait tellement sa mère que mon cœur s'est serré. « Papa, tu n'as pas appelé la police contre ton fils, tu as appelé la police contre un criminel qui par hasard partage ton sang. Il y a une énorme différence. » Cette nuit-là, Charles a insisté pour rester avec moi. On a installé des alarmes temporaires sur toutes les fenêtres et portes, et il a dormi sur le canapé du salon avec une batte de baseball à côté.
Je n'arrivais pas à dormir du tout. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque appel téléphonique me rendait nerveux. Chaque voiture qui passait dans la rue me faisait courir à la fenêtre pour m'assurer que ce n'était pas eux. À 3 heures du matin, je me suis levé et je suis allé à la cuisine préparer un thé. En attendant que l'eau bouille, j'ai trouvé une vieille photo collée sur le frigo. C'était une image de Pierre à 8 ans, souriant sans ses dents de devant, serrant son petit frère dans ses bras après avoir gagné un match de foot pour enfants. Ils avaient l'air si heureux, si innocents. « Tu n'arrives pas à dormir ?» Charles est apparu à l'entrée de la cuisine avec les cheveux ébouriffés et les yeux inquiets. Je n'arrête pas de penser à lui, ai-je admis. Comment on en est arrivé là? Où j'ai échoué en tant que père? Charles s'est approché et a doucement pris la photo de mes mains. Papa, tu as élevé 2 fils avec les mêmes valeurs, le même amour, les mêmes opportunités. L'un de nous a choisi d'être avocat et de protéger les gens. L'autre a choisi de menacer son propre père pour de l'argent. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais c'est mon fils, Charles. Pendant 35 ans, il a été ma fierté, ma joie. Et pendant les derniers mois, il a été ton tourment, m'a-t-il interrompu avec fermeté. Papa, le Pierre que tu aimes, le garçon doux de cette photo, est mort il y a longtemps. Ce qui est venu ici hier soir était un étranger qui partage ses traits physiques, mais pas son âme. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel du commissaire chargé de l'affaire. Pierre et Sophie avaient été officiellement inculpés de tentative de vol, violation de domicile, destruction de biens privés et menace contre une personne âgée. La caution avait été fixée à 50 000 € chacun. 50 000 €? Ai-je répété avec ironie. Exactement la somme qu'ils ont essayé de me voler. C'est exact, monsieur, et il y a autre chose, a continué le commissaire. Pendant l'interrogatoire, on a découvert que votre belle-fille avait planifié ça pendant des mois. Elle avait un carnet avec des détails sur vos habitudes, vos horaires. Elle avait même fait des recherches sur comment accéder à vos comptes bancaires. La révélation m'a frappé comme une gifle. Sophie m'avait chassé comme une proie pendant des mois, m'étudiant, attendant le moment parfait pour attaquer, et elle avait utilisé mon propre fils comme son arme. On a aussi découvert qu'ils ont des dettes de jeu de plus de 200 000 €, a ajouté le commissaire. Votre fils doit de l'argent à des gens très dangereux. Ça expliquerait le désespoir. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon salon rénové et j'ai essayé de traiter toute cette information. Pierre n'avait pas seulement prévu de me voler, mais il avait mené une double vie dont je ne savais rien. Dettes de jeu, menaces, désespoir. Depuis combien de temps me mentait-il sur sa vraie vie? Une semaine après l'arrestation, j'ai reçu un appel qui allait tout changer à nouveau. C'était l'avocate commise d'office de Pierre, une jeune femme nommée Patricia, qui semblait épuisée au téléphone. « Monsieur Jacques, votre fils veut vous parler. Il demande une visite depuis qu'il a été arrêté. Il dit qu'il a quelque chose de très important à vous dire, quelque chose qui pourrait changer votre perspective sur tout ce qui s'est passé. Je ne veux pas le voir, ai-je répondu immédiatement. La simple idée d'être dans la même pièce que Pierre me causait de l'anxiété. Je comprends parfaitement votre position, a continué Patricia, mais en tant qu'avocate, je dois vous informer que votre fils affirme avoir des informations sur des menaces de mort qu'il a reçues. Il dit que les gens à qui il doit de l'argent ont menacé de faire du mal à sa famille, s'il ne paie pas bientôt. Ces mots m'ont glacé le sang. Il parle de moi, des petits-enfants? Il n'a pas précisé, mais il a mentionné que son urgence à obtenir l'argent n'était pas seulement de la cupidité, c'était de la survie. J'ai immédiatement appelé Charles, qui est arrivé chez moi en un temps record. Quand je lui ai parlé de l'appel de l'avocate, son expression est devenue grave. « Papa, même si c'était vrai, ça ne justifie pas ce qu'il t'a fait. Aucune menace externe ne justifie qu'il ait essayé de te voler et de te terroriser de cette façon. Mais, Charles, et si les petits étaient en danger? Et si ces gens s'en prenaient à eux parce que Pierre ne peut pas payer? » Charles est resté pensif un moment. « D'accord,
On va aller le voir, mais à mes conditions en tant qu'avocat. Et si c'est une autre manipulation de sa part, ce sera la dernière fois qu'on l'écoute. 2 jours plus tard, je me suis retrouvé assis dans une froide salle de visite de la prison, attendant de voir mon fils pour la première fois depuis qu'il l'avait emmené me noter. Charles était à mes côtés, avec sa mallette pleine de documents légaux et un enregistreur audio. Quand Pierre est entré dans la salle, je l'ai à peine reconnu. Il avait perdu du poids, avait de profondes cernes et son uniforme de prisonnier était beaucoup trop grand pour lui. Mais ce qui m'a le plus frappé était l'expression dans ses yeux. Il n'y avait plus d'arrogance ni de ressentiment, il n'y avait que de la peur pure. « Papa », a-t-il murmuré, s'asseyant en face de nous. « Merci d'être venu. Je sais que je ne le mérite pas. »« Parle », a dit Charles froidement. « Tu as 10 minutes. » Pierre a respiré profondément et a commencé son histoire. « Il y a 6 mois, Sophie m'a convaincu d'aller dans un casino près de Pigalle. Elle disait que c'était juste pour s'amuser, qu'on miserait seulement 200 € chacun. Ses mains tremblaient pendant qu'il parlait. Mais l'endroit avait quelque chose, papa. C'était comme une drogue. Plus je perdais, plus je voulais miser pour récupérer ce que j'avais perdu. « Combien as-tu perdu exactement ?» a demandé Charles, prenant des notes. « Au début, c'était 10 000 €, puis 20 000, puis 50 000. Chaque fois que je perdais, les usuriers du casino me proposaient plus de crédit. Ils disaient que c'était facile, que je pouvais payer quand je voulais. Pierre s'est couvert le visage avec les mains. Quand j'ai réalisé ce qui s'était passé, je devais 200 000 €. Et les menaces, ai-je demandé, même si une partie de moi ne voulait pas entendre la réponse. Ça a commencé il y a 2 mois. D'abord, c'était des appels téléphoniques, puis ils sont venus à mon travail, puis à l'école des enfants. Les yeux de Pierre se sont remplis de larmes. « Papa, ils ont pris des photos de Lucas et Emma sortant de l'école. Ils m'ont dit que si je ne payais pas dans 1 mois, ils se feraient payer autrement. » J'ai senti que le monde s'écroulait sur moi. Mes petits-enfants, mes bébés innocents avaient été en danger et je n'en avais aucune idée. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» ai-je demandé d'une voix cassée. « Pourquoi tu ne m'as pas expliqué la situation depuis le début ?»« Parce que j'avais peur que tu dises non. Et parce que Sophie m'a convaincu qu'il valait mieux prendre sans demander. Elle disait que comme ça, on ne se sentirait pas responsable si quelque chose de mal arrivait. » Charles s'est penché en avant. « Pierre, ces gens savent où habite ton père? Ils savent qui il est? » « Je ne sais pas, » a répondu Pierre avec panique dans la voix. « Ils savent que j'ai de la famille, mais je ne suis pas sûr qu'ils connaissent des noms ou des adresses spécifiques. Et maintenant que tu es en prison, qu'est-ce qui se passe avec les menaces? Hier, j'ai reçu un message. » Pierre a sorti un papier froissé de sa poche. « Un autre prisonnier qui a des contacts dehors me l'a passé. Ça dit que si je ne paie pas dans 2 semaines, ils s'en prendront à ma famille pour envoyer un message. » Charles a lu le papier et son expression s'est encore durcie. Ça a l'air authentique. Les noms mentionnés sont connus dans le milieu des usuriers. Après la visite, Charles et moi sommes allés directement au commissariat pour signaler les menaces. Le commissaire chargé de l'affaire nous a écoutés attentivement et a fait des copies de toutes les preuves que Pierre nous avait fournies. « Monsieur Jacques, m'a dit le commissaire, on va enquêter sur ces menaces immédiatement, mais en attendant, je recommande de prendre des précautions supplémentaires. Changez vos habitudes, évitez de rester seul, envisagez de rester ailleurs temporairement. »« Et mes petits-enfants » ai-je demandé, le cœur serré. « On a déjà envoyé des patrouilles à l'école pour parler avec les directeurs. On va aussi coordonner avec les services de protection de l'enfance pour s'assurer que les enfants sont en sécurité. Cette nuit-là, dans ma maison rénovée mais qui ne se sentait plus sûre, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie pour toujours. J'ai appelé mon frère Paul, qui habitait à Bordeaux. « Paul, j'ai besoin de rester chez toi pendant un moment, » ai-je dit, sans détour. « Bien sûr, frangin, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai raconté toute l'histoire. Paul m'a écouté en silence, jusqu'à ce que je termine. « Viens immédiatement, » m'a-t-il dit avec fermeté. «
Demain même, je viens te chercher. Le lendemain matin, Charles m'a emmené à la gare. Dans la voiture, il m'a donné un téléphone neuf avec un numéro que lui seul connaissait. Pour n'importe quoi dont tu as besoin, papa. Je m'occupe de tout ici, des petits, de l'enquête. Toi, occupe-toi juste d'être en sécurité. La maison de Paul à Bordeaux était tout ce que la mienne n'était pas à ce moment-là. Calme, sûr, entouré de vignobles qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Mon frère m'a reçu à bras ouverts. Reste le temps qu'il faut, ici personne ne te fera de mal. Une semaine après mon arrivée, Charles m'a appelé avec des nouvelles extraordinaires. Papa, ils ont arrêté toute l'organisation qui menaçait Pierre. Avec sa coopération et d'autres témoins, ils ont réussi à démanteler tout le réseau d'usuriers. Le procureur dit que les menaces contre notre famille sont officiellement terminées. Ça veut dire que je peux rentrer chez moi? Tu peux rentrer quand tu veux, papa. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Pierre va plaider coupable pour toutes les charges. Son avocate a négocié un accord. 5 ans de prison en échange de sa coopération totale. 5 ans. Mes petits-enfants grandiraient sans leur père. Mais peut-être que c'était mieux comme ça. Peut-être que Pierre avait besoin de ce temps pour réfléchir à ce qu'il était devenu. Papa, il y a autre chose. Les parents de Sophie se battent pour avoir la garde de Lucas et Emma. Ils m'ont demandé si tu serais intéressé à demander la garde temporaire. Le monde s'est arrêté autour de moi. La garde de mes petits-enfants? Oui, a continué Charles. Légalement, tu as le droit de la demander en tant que grand-père. Et étant donné les circonstances, je crois que tu as une excellente chance de l'obtenir. L'idée d'élever mes petits-enfants à 68 ans était terrifiante et excitante à la fois. « Qu'est-ce que tu penses faire ?» a demandé Paul, qui avait écouté la conversation. « Je ne sais pas si j'ai l'énergie pour élever 2 enfants à mon âge, ai-je admis. Lucas a 8 ans et Emma seulement 6. Ils vont avoir besoin de temps d'amour, de stabilité, de patience. Frangin, tu penses qu'il y a quelqu'un au monde qui peut leur donner plus d'amour que toi? » Il avait raison. Malgré tout ce qui s'était passé, mes petits-enfants restaient la lumière de mes yeux. « Je veux demander la garde, » ai-je dit à Charles lors de l'appel suivant. « J'ai déjà commencé à préparer les documents, » a répondu mon fils, avec un sourire audible dans sa voix. Je savais que ce serait ta réponse. Cher ami, si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Conseils de Papy, de laisser un like et surtout de commenter d'où vous regardez cette vidéo. Votre soutien me touche énormément. 3 semaines plus tard, j'étais en train de signer des documents dans un tribunal des affaires familiales, demandant officiellement la garde temporaire de Lucas et Emma. Le juge, un homme plus âgé aux yeux bienveillants, a examiné mon dossier attentivement. « Monsieur Jacques, m'a-t-il dit, je vois que vous avez été victime d'une tentative de vol de la part du père de ses enfants. Vous êtes sûr de pouvoir séparer cette expérience traumatique de votre responsabilité en tant que tuteur? Monsieur le juge, ai-je répondu d'une voix plus ferme que je ne m'y attendais. Ce que Pierre m'a fait est impardonnable, mais ses enfants sont innocents. Ils ont besoin de stabilité, d'amour et d'un foyer sûr. Je peux leur donner ces choses. Garde temporaire accordée pour une période de 2 ans, sujette à des révisions périodiques. Quand je suis sorti du tribunal, j'ai immédiatement appelé Paul. J'ai réussi. Ils vont venir vivre avec moi. Cet après-midi même, on a commencé à chercher une maison plus grande à Bordeaux. Je voulais quelque chose avec un grand jardin où les enfants pourraient jouer, près d'une bonne école, mais aussi près de Paul et des amitiés que j'avais construites. 2 semaines plus tard, Charles est arrivé avec Lucas et Emma. Il les avait préparés pour la rencontre, leur expliquant qu'ils allaient vivre avec moi pendant un moment, pendant que leurs parents réglaient certains problèmes. Quand j'ai vu mes petits-enfants descendre de la voiture, mon cœur a presque explosé d'émotion. Lucas avait grandi et semblait plus sérieux, plus mature que ne devrait l'être un garçon de 8 ans. Emma se cachait derrière son frère avec ses énormes yeux marrons pleins de confusion. « Papy !»
a crié Lucas en courant vers moi. Je l'ai serré dans mes bras avec tant de force que j'ai pensé le casser. Emma s'est approchée plus lentement, mais quand je me suis agenouillé à sa hauteur, elle s'est jetée dans mes bras. « On va vivre avec toi pour toujours, papy », a demandé Emma avec sa petite voix douce. « Vous allez vivre avec moi le temps qu'il faudra, mon amour, et on sera très heureux ensemble. » Cette première nuit, après avoir installé les enfants dans leur nouvelle chambre, je me suis assis dans mon nouveau salon et j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville s'étendant vers la campagne. Il y a 3 mois, j'étais un homme terrorisé, me cachant dans une salle de bain pendant que son propre fils essayait de défoncer la porte pour le voler. Maintenant, j'étais un homme de 68 ans, qui avait commencé une nouvelle vie dans une nouvelle ville, qui avait trouvé de nouvelles amitiés et de nouvelles versions de lui-même. J'étais un homme qui avait survécu à la trahison la plus douloureuse imaginable, et qui en était ressorti non seulement intact, mais transformé. Plus important encore, j'étais maintenant le gardien de 2 petites vies qui dépendaient de moi pour guérir, grandir et apprendre que le monde, malgré tout, pouvait être un endroit sûr et plein d'amour. Pendant que je me préparais à dormir dans ma nouvelle maison, dans ma nouvelle vie, j'ai entendu Lucas lire une histoire à Emma dans la chambre d'à côté. Leur voix d'enfant était la confirmation que j'avais pris la bonne décision. Tout ce que j'avais perdu, ma sécurité, ma confiance en la famille, ma vie d'avant, avait été remplacé par quelque chose de bien plus précieux, une seconde chance d'élever la prochaine génération. Cette fois avec toute la sagesse qui ne vient qu'après avoir survécu au pire. 1 an après que Lucas et Emma soient venus vivre avec moi, j'ai reçu une lettre que je n'attendais pas. C'était de Pierre, écrite de la prison avec une écriture que je reconnaissais à peine. « Cher papa, je sais que je ne mérite pas que tu lises cette lettre, mais je dois essayer de dire certaines choses auxquelles j'ai pensé pendant tous ces mois en prison. D'abord, je sais que dire pardon ne sera jamais suffisant pour ce que je t'ai fait. Il n'y a pas de mots qui peuvent réparer le mal que j'ai causé. En thérapie, j'ai travaillé pour comprendre comment j'en suis arrivé à devenir la personne qui était capable de menacer son propre père. Je ne cherche pas d'excuses, papa. J'essaie juste de comprendre pour pouvoir changer. On m'a dit que tu as la garde de Lucas et Emma et que vous vous êtes installés à Bordeaux. Au début, j'étais en colère. Je pensais que tu me les enlevais par vengeance, mais après j'ai réalisé quelque chose. Ils sont mieux avec toi qu'avec moi. Ils l'ont toujours été. Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais je veux que tu saches que je renonce volontairement à mes droits de garde. Je veux que quand je sortirai d'ici, tu aies la garde permanente. Mes enfants ont besoin de stabilité, ils ont besoin d'amour inconditionnel, ils ont besoin de quelqu'un en qui ils peuvent avoir totalement confiance. Cette personne, c'est toi, pas moi. J'espère qu'un jour, quand je serai un homme différent, tu pourras me pardonner. Je n'espère pas que tu oublies, ni qu'on retrouve la relation qu'on avait avant. J'espère juste qu'un jour, tu pourras me regarder et voir quelqu'un qui mérite une seconde chance. Fais un bisou à mes enfants. Dis-leur que papa les aime et qu'ils travaillent très dur pour devenir quelqu'un dont ils pourront être fiers un jour. Ton fils repentant, Pierre. J'ai pleuré après avoir lu cette lettre. Pas des larmes de pardon immédiat, mais des larmes de soulagement mêlées à une profonde tristesse. C'était la première fois que Pierre assumait complètement la responsabilité de ses actes sans blâmer personne d'autre. J'ai rangé la lettre dans un tiroir. Peut-être qu'un jour, quand les enfants seraient plus grands, ils voudraient la lire, voudraient comprendre que leur père s'était vraiment repenti. Les mois suivants se sont écoulés dans une routine belle et chaotique que seules les familles avec enfants connaissent. Lucas s'était parfaitement adapté à sa nouvelle école et s'était fait plusieurs amis. Emma avait complètement perdu sa timidité initiale et était maintenant une petite exploratrice qui transformait chaque jour en aventure. J'avais développé une résistance que je ne savais pas avoir. Me lever à 6 heures du matin pour préparer les petits déjeuners et les goûters, les emmener à l'école, aider aux devoirs, les emmener aux activités extrascolaires, lire des histoires avant de dormir. C'était épuisant et énergisant à la fois.
Papy, m'a dit Lucas un soir pendant que je le bordais, quand est-ce que papa et maman vont revenir? C'était une question que j'avais attendue et redoutée. Ton papa va être dans un endroit spécial pendant encore un moment, mon amour. Il apprend des choses importantes pour devenir une meilleure personne. Et ta maman va sortir bientôt, mais les juges ont décidé que c'est mieux que vous restiez avec moi pour l'instant. Tu es triste à cause de ça? Lucas a réfléchi un moment. Un peu, mais j'aime aussi vivre avec toi. Ici, je me sens en sécurité. Ces mots m'ont brisé et guéri le cœur en même temps. Ce garçon de 9 ans avait appris la différence entre se sentir en sécurité et ne pas se sentir en sécurité. Mes amis, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à partager cette histoire avec vos proches. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous suivez les conseils de papy. Je suis toujours curieux de savoir d'où viennent mes auditeurs. 6 mois plus tard, Sophie est sortie de prison. Sa première action a été de demander des visites encadrées avec les enfants. Le juge les a approuvées, 1 heure toutes les 2 semaines en présence d'une assistante sociale. La première visite a été déchirante. Emma a pleuré et s'est accrochée à ma jambe quand elle a vu sa mère. Lucas était plus contrôlé, mais j'ai pu voir la tension dans ses petites épaules. Sophie avait l'air différente, plus mince, les cheveux plus courts, avec une humilité dans les yeux que je n'avais jamais vue auparavant. « Bonjour mes amours », a-t-elle dit d'une voix cassée. « Maman vous a tellement manqué. » Après la visite, Lucas m'a posé une question qui m'a laissé sans voix. « Papy, pourquoi papa et maman ont fait de mauvaises choses? Est-ce qu'on va aussi faire de mauvaises choses quand on sera grand ?» Je me suis assis avec lui dans le jardin, sous notre figuier préféré. « Mon amour, parfois les adultes prennent de très mauvaises décisions quand ils ont peur ou qu'ils sont désespérés, mais ça ne veut pas dire que vous ferez pareil. Vous allez grandir en apprenant la différence entre le bien et le mal. » Comment on sait quelle est la différence? Quand vous devez prendre une décision, demandez-vous, est-ce que ça va faire du mal à quelqu'un? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est ce que ferait quelqu'un qui aime vraiment? Si les réponses sont bonnes, c'est probablement la bonne décision. Au fil des mois, j'ai commencé à remarquer des changements en moi qui me surprenaient. J'avais plus d'énergie que jamais, plus de but, plus de joie. Les après-midi de lecture tranquille avaient été remplacés par des sessions de devoirs pleines de rire et de frustration. Les dîners silencieux avaient été remplacés par des conversations chaotiques où tout le monde parlait en même temps. « Papy », m'a dit Emma un après-midi, pendant qu'on faisait des crêpes ensemble, « tu étais heureux avant qu'on vienne vivre avec toi? Pourquoi tu me demandes ça, mon amour? Parce que maintenant tu ris beaucoup plus et tu chantes quand tu cuisines. Et parfois je te vois danser quand tu fais le ménage. » Elle avait raison. Sans m'en rendre compte, je m'étais transformé en une version plus vibrante de moi-même. Élever mes petits-enfants m'avait redonné vie d'une façon que je n'attendais pas. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, je me suis assis sur ma terrasse et j'ai réfléchi au chemin que j'avais parcouru. 18 mois plus tôt, j'étais un homme qui vivait une vie tranquille, prévisible, un peu solitaire. J'étais un veuf qui avait accepté que ses meilleures années étaient derrière lui. Maintenant, j'étais un homme de 69 ans qui se levait tous les jours avec un but, qui avait d'énormes responsabilités et des récompenses encore plus grandes. J'étais un homme qui avait survécu à la trahison de son propre fils et qui en était ressorti non seulement intact, mais transformé. Mon téléphone a sonné. C'était Charles appelant pour son check-up hebdomadaire. « Comment ça va, papa? Comment vont les enfants? On va bien, fils, mieux que bien, on est complet. Je suis si heureux d'entendre ça. Et papa, il y a quelque chose que je veux te dire. Je suis fier de toi, incroyablement fier. Pourquoi? Parce que tu as pris la situation la plus terrible imaginable et tu l'as transformée en quelque chose de beau, parce que tu as donné à ces enfants exactement ce dont ils avaient besoin, parce que tu t'es donné une seconde chance d'être heureux. » Après avoir raccroché, je suis resté assis sous les étoiles du ciel bordelais, écoutant les sons doux de mes petits-enfants dormant dans leur chambre. Dans le silence de la nuit, j'ai pu entendre quelque chose que j'avais été trop occupé pour remarquer pendant la journée.
le son de mon propre cœur battant fort et régulièrement, plein de buts et de gratitude. L'homme qui était entré dans ce dîner de famille il y a 18 mois était une victime attendant que quelque chose de mal lui arrive. L'homme assis sur cette terrasse était quelqu'un de complètement différent. C'était un survivant qui avait transformé sa douleur en force, son traumatisme en transformation, sa perte en gain. Et pour la première fois depuis longtemps, quand j'ai pensé à l'avenir, je n'ai pas ressenti de peur, j'ai ressenti de l'anticipation, parce que je savais que peu importe ce qui viendrait, j'avais la force pour l'affronter. Et plus important encore, j'avais l'amour de 2 petites personnes qui m'avaient redonné la joie de vivre. La vie m'avait appris que parfois on perd tout pour gagner ce qui compte vraiment, et en regardant en arrière, je ne changerais rien de ce qui s'était passé, parce que ça m'a amené exactement où je devais être. Voilà, mes chers amis, la fin de cette histoire qui, j'espère, vous aura touché. N'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy, de mettre un pouce bleu si cette histoire vous a ému, et surtout, partagez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, que ce soit de Paris, Marseille, Lyon, Bruxelles, Genève, Montréal ou d'ailleurs. Vos messages me réchauffent le cœur. À très bientôt pour une nouvelle histoire sur Les Conseils de Papy.